D'où vient ce document? Qui a rédigé ces protocoles? Ce sont des documents de la CIA? Ça craint. Cette phrase? Potentiellement un témoin très dangereux. Il a fallu duper les autres. C'est terrible la manière dont c'est écrit, non? Évidemment, ça surprend. Comment c'est arrivé entre les mains de la CIA? On aurait bien aimé le savoir aussi. Savoir si tout ça a un fond de vérité. Mais on n'a pas réussi à le démontrer. Pendant des années, le monde s'interroge sur les liens qu'une petite entreprise tsugoise du nom de Crypto AG entretient avec certains services secrets étrangers. La CIA, la NSA et le BND, le service de renseignement extérieur allemand. Désormais, un document secret dévoile une opération globale d'une envergure incroyable. Ce document s'appelle Minerva et il provient des archives de la CIA. L'opération, elle, s'appelle Rubicon. Ce fut à la fois le projet d'espionnage le plus long et le plus productif depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de l'opération d'espionnage la plus importante qui ait jamais eu lieu. Au milieu des années 1990, cet homme est sur le point de révéler cette opération d'espionnage à grande échelle. L'arrestation en Iran de l'homme d'affaires suisse Hans Bühler pèse sur les relations entre les deux pays. Hans Bühler, le meilleur vendeur de Crypto AG, passe 9 mois dans une prison iranienne. D'un litige personnel et chaotique, l'affaire Bühler s'est lentement transformée en désastre du contre-espionnage. Ils m'ont dit, nous savons que vous êtes un espion, que vous vendez des codes. Si vous ne parlez pas, on vous brûlera les yeux après le repas de midi. L'émission Rundschau suit l'affaire Bühler de près. Vous n'avez donc aucun lien avec des services de renseignement? Uniquement en tant que client. Mais elle ne peut pas apporter de preuves. On ne peut donc pas parler de manipulation. Seul quelqu'un de très naïf par rapport à ces questions pourrait parler de manipulation. Nos appareils ne peuvent pas être manipulés. Une fois l'interview de Rundschau passée, c'est le soulagement dans les services secrets étrangers. Il s'en est fallu de peu que la vérité n'éclate. De très peu. L'opération se poursuit. Tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains possèdent un avantage sur les nazis, celui d'avoir toujours une longueur d'avance en ayant accès à leurs communications. En effet, ils peuvent décoder leurs machines chargées de crypter les documents dactylographiés ou en morse avant même leur envoi. Mais à la fin de la guerre, les Américains se retrouvent confrontés à un problème. Avant, les services de renseignement américains parvenaient à décoder de nombreuses communications grâce à des procédures mathématiques et à de bonnes connaissances en cryptologie, jusqu'au jour où ils ont appris l'existence d'un génie suédois qui concevait des appareils de cryptage rendant les informations extrêmement difficiles à décoder, voire impossibles à déchiffrer. Le génie, c'est Boris Hagelin. Les Américains souhaitent l'avoir à leur côté. Il ne faut pas que ces appareils de cryptage tombent en des mains ennemies. Hagelin est l'un des meilleurs experts qui soit en matière de communication secrète. Avant la Seconde Guerre mondiale et même dans les années 50, rares étaient ceux qui comprenaient cette technologie très spécialisée. Et ils se connaissaient tous. Ainsi, les cryptologues de la NSA et de la CIA, qui connaissent Boris Hagelin, lui proposent un marché qu'il s'empresse d'accepter. La CIA a contrôlé les ventes mondiales de machines Hagelin de telle manière à ce que les machines les plus sécurisées ne soient vendues qu'à des membres de l'OTAN ou des gouvernements amis. C'est presque comme si un petit nombre de personnes possédait un pouvoir magique et parlait de la façon dont cette magie allait être contrôlée. Ce pouvoir magique, c'est la cryptologie, le cœur d'un appareil de chiffrement. À l'aide d'algorithmes complexes, il permet de coder des informations et de les transformer en un jargon incompréhensible.
Le pouvoir appartient à celui qui connaît les algorithmes. C'est ce pouvoir que Boris Hagelin veut donner aux Américains. Il y avait évidemment une raison élémentaire pour son attitude favorable envers les États-Unis. Les États-Unis avaient vaincu le régime d'Hitler. En 1952, Boris Hagelin déménage en Suisse. C'est dans le garage de cette maison, à Zug, qu'il installe le premier atelier de son entreprise qu'il nomme Crypto AG. Il n'a pas uniquement choisi la Suisse pour payer moins d'impôts. Il quitte la Suède à cause de ses restrictions sur les exportations. La Suisse, neutre et libérale, lui semble être le lieu idéal pour développer ses affaires à double face. Quand on était actif dans le business de la cryptographie, il valait mieux bénéficier de la protection d'un pays neutre qui avait peu de scrupules de moralité. La jeune entreprise connaît un essor fulgurant. Les spécialistes les plus pointus conçoivent de nouvelles machines et élaborent des algorithmes complexes. Ces appareils sont vendus dans le monde entier, en Amérique du Sud, au Proche-Orient et en Asie. Les dépôts de brevets se succèdent, l'entreprise jouit d'une excellente réputation. Au milieu des années 60, elle emploie déjà 180 collaborateurs et Hagelin fait construire un imposant siège social à Steinhausen, près de Zug. Travailler chez Crypto AG est un honneur. C'est aussi ce que nous relate Bruno von A, un ingénieur en développement qui a collaboré à la conception d'appareils de chiffrement pendant 27 ans. On pensait que Crypto AG était une entreprise parmi les plus modernes et qu'elle se trouvait à la pointe de la technologie. Elle jouissait d'une reconnaissance mondiale en tant qu'entreprise de cryptage de haute qualité. La halle de fabrication faisait environ 30 mètres de large sur 50 mètres de long. Les postes de travail disposaient d'un espace d'environ 2,50 m, sur lequel on pouvait notamment mettre un appareil de mesure et déposer tous les plans. On était tous convaincus de travailler pour une entreprise suisse dans un pays neutre et indépendant par rapport aux grandes puissances et de produire des outils très précieux pour le monde. À l'époque, Bruno von A ignore que la plupart des appareils de chiffrement qui quittent l'atelier de Steinhausen possèdent une porte dérobée conçue par Hagelin, le fondateur de l'entreprise, et par les Américains, mais dont les collaborateurs ignorent tout. La qualité Swiss-made se vend très bien. La neutralité de la Suisse était la garantie du succès commercial de Crypto AG. Rapidement, dans de nombreux bureaux gouvernementaux, des ambassades, des quartiers généraux de l'armée, on trouve des téléscripteurs et des installations de radio protégées par les appareils de chiffrement Crypto AG. Le ciel est une source d'information pour les espions d'aujourd'hui. À l'aide de leur avion de reconnaissance et leur immense oreille blanche, les Américains récoltent quotidiennement des messages secrets. Ils sont capables de décrypter et lire toutes les informations codées par des appareils de chiffrement de Crypto AG. En 1967, le programme avait dépassé les attentes les plus folles de son inventeur. La collaboration avec les services secrets s'intensifie. La NSA et la CIA s'immiscent désormais dans la conception même des nouvelles machines. Ils développent des algorithmes que Crypto AG intègre. À la fin des années 60, Boris Hagelin a largement dépassé l'âge de la retraite. Il se demande ce qu'il adviendra de son entreprise et des accords secrets. Bo Hagelin Jr. était évidemment un successeur tout désigné, mais il a laissé entendre très clairement qu'il ne poursuivrait pas les affaires troubles de son père. Bo Hagelin dirige les affaires nord- et sud-américaines de l'entreprise. Il n'est pratiquement jamais présent et il fait régulièrement état de ses réticences. Il était considéré comme le grain de sable dans la machine, qui, s'il avait découvert les vrais termes de l'arrangement, aurait pu essayer de le saboter. Finalement, Hagelin Senior prend de vitesse son fils et décide de vendre l'entreprise. C'est le début d'une lutte d'influence entre services secrets. Entre la CIA américaine, le BND ouest-allemand et les services de renseignement français. Arrive finalement ce dont tout le monde se doutait jusqu'à aujourd'hui, mais sans jamais avoir pu en apporter la preuve.
les documents secrets appelés Minerva font enfin la lumière sur cette affaire. En 1970, les services secrets ouest-allemands et la CIA achètent conjointement la société Crypto AG à Steinhausen. La vente a été réalisée le 4 juin. Le prix de vente fixé à 25 millions de francs. Dès lors, l'entreprise est aux mains de services secrets étrangers, tout en conservant l'apparence d'une entreprise suisse tout à fait normale. Un coup d'œil au registre du commerce montre que Boris Hagelin se retire avec effet immédiat de toutes ses fonctions et que la procuration de son fils Bo est supprimée. Ils ont ensuite créé un montage occulte qui passait par une fiduciaire au Liechtenstein. Les bénéfices étaient ensuite transférés du Liechtenstein à Vienne. Là, des collaborateurs du BND venaient en chercher la moitié en liquide pour la remettre à des collaborateurs de la CIA dans un garage souterrain de Munich, comme dans les films de série B. Hagelin Jr. vivait en Amérique du Sud à cette époque. Il était apparemment le seul à connaître cette association entre la CIA et le BND et à s'y opposer. Mais en novembre 1970, Bo est mort dans un accident de voiture, 5 mois seulement après la vente. Il n'était désormais plus nécessaire d'être aussi prudent devant le conseil d'administration de Crypto quant aux arrangements de propriété. Même le vice-président du BND est parti du principe que Bo Hagelin n'avait pas eu un accident, mais qu'il avait été la victime d'un meurtre commis par un service de renseignement. On raconte qu'Hagelin Senior a tenté d'éclaircir les circonstances de la mort de son fils pendant de nombreuses années, sans jamais y parvenir. Jusqu'à ce jour, l'opération Minerva reste recouverte d'une chape de silence difficile à percer. Le premier et le seul à parler est Bernd Schmidbauer, l'ancien ministre en charge des services secrets sous le chancelier Helmut Kohl. Il cautionne entièrement l'opération Minerva. Je dirais qu'il s'est agi d'une opération très réussie. On a obtenu des informations qu'on n'aurait jamais pu obtenir en agissant autrement. Les plaies des 2 guerres mondiales sont loin d'être cicatrisées. Et la politique est dominée par la peur. Nous sommes en pleine guerre froide. Il est crucial d'obtenir des informations et de connaître les projets secrets de l'ennemi. Il était important d'avoir une vue d'ensemble, de pouvoir superviser tout ça. Pour travailler de façon ciblée, les services de renseignement utilisaient d'autres méthodes. Ils dissimulaient un micro sous la voiture de quelqu'un, dans sa chemise ou je ne sais quoi encore. C'était bien plus précis parce que beaucoup plus immédiat. En revanche, pour avoir une vision d'ensemble, quelque part, quelqu'un décide de manœuvres qu'on ne peut pas identifier. Y a-t-il une menace, oui ou non? Alors on examine le trafic d'informations entre tous et on voit ce qui se passe dans le monde. La petite entreprise suisse Crypto AG contribue donc à ce que les services secrets étrangers prennent connaissance à une large échelle de ce qui se passe dans le monde. À Steinhausen, c'est le début d'une nouvelle ère. L'entreprise appartient désormais entièrement à la CIA et au BND. Les nouveaux propriétaires décident de tout. La CIA nomme directement les nouveaux cadres qu'elle initie au secret de l'opération Minerva. C'est le cas de Sigmar Grutzmann, appelé Mickey. Son épouse et sa fille se souviennent d'un voyage en famille aux États-Unis peu après son engagement chez Crypto AG. À l'époque, elles n'avaient aucune idée dans quoi leur mari et père s'étaient engagés. Voilà, c'était le début. Pour moi, c'était fascinant, je n'avais encore jamais pris l'avion. Moi non plus, on a traversé Manhattan en hélicoptère. Oui, on passa d'un aéroport à l'autre en hélicoptère. Dans un hélicoptère de l'armée. Là, nous avons passé 8 jours seuls à Washington. Mon mari, lui, Il avait des réunions. il n'était jamais là. Il disait toujours qu'il avait des réunions professionnelles, n'est-ce pas? Oui. Une fois, tu as dit que tu l'avais déposé à un endroit où il y avait un portail gris. Oui, mais il ne m'avait pas dit où il allait. C'était une route dans la forêt ou dans un parc. Il y avait un portail qui avait sûrement 20-30 mètres de largeur. Je l'ai déposé là et il est parti.
Avec ce que je sais aujourd'hui, je pense que la CIA l'a préparé à ce qu'il devait faire dans cette entreprise. Il a été recruté et entraîné à défendre les chiffrements de crypto auprès des clients suspicieux. Mickey Grutzman et ses collègues de la direction de l'entreprise visitent des clients dans le monde entier. Syrie, Afghanistan, Pakistan, Égypte. Ensemble, ils leur font croire qu'ils représentent les appareils de chiffrement les plus sûrs du marché. Et ça marche. La crypto-AG a de plus en plus de succès. Personne n'a jamais douté de la bonne réputation de crypto. Le fait que ces appareils ont pu être écoutés a donc eu des répercussions à travers le monde. Tout d'abord au Chili. Des documents déposés aux archives fédérales démontrent qu'au début des années 70, les services secrets chiliens achètent des appareils de crypto-AG pour un demi-million de francs. Depuis peu, un gouvernement élu démocratiquement est au pouvoir. Sous la présidence de Salvador Allende, ce gouvernement de gauche fait confiance aux appareils de cryptage fabriqués dans ce pays neutre qu'est la Suisse pour communiquer de façon confidentielle. Mais les États-Unis ne veulent pas d'un gouvernement socialiste dans leur arrière-cour. En 1973, par des actions variées, la CIA soutient un coup d'État militaire. Des experts estiment que l'écoute des appareils de crypto a constitué un avantage important pour les États-Unis. Le coup d'État fonctionne. Du jour au lendemain, le Chili devient une dictature. Le pays subit durant des années le régime totalitaire et violent d'Augusto Pinochet. Les opposants au régime sont torturés, enlevés, assassinés. Les informations que les Américains et les Allemands peuvent récolter grâce à l'écoute des appareils de chiffrement de crypto aident ces grandes puissances à façonner le monde à leur idée. Minerva a permis d'éclairer les zones de crise de la planète. C'était aussi l'une des opérations les plus audacieuses, les plus scandaleuses, car une bonne centaine de pays dans le monde entier ont payé des milliards de dollars pour se faire voler leurs propres secrets. C'était sacrément culotté. Crypto-AG joue un double jeu avec un professionnalisme croissant. Les nouvelles technologies permettent d'inclure des portes dérobées de plus en plus sophistiquées. En cette période délicate sur le plan politique, les clients font confiance à cette entreprise implantée dans une Suisse neutre. Une fois, ils nous ont presque accueillis en déroulant le tapis rouge. Je crois que ça lui plaisait parce qu'il devait intervenir dans le monde entier. Parce qu'on se déplaçait pour faire la démonstration de nos appareils et parce qu'on discutait des problèmes avec nos clients. Malaika Hug conserve un vieil appareil de chiffrement en souvenir de son père, Rudy Hug, qui a été vendeur chez Crypto-AG pendant de nombreuses années. Lui aussi décrivait le bon accueil réservé par des généraux et des officiers. Parmi eux, aussi des dictateurs, comme Muammar Kadhafi en Libye. Il nous racontait qu'il leur vendait des appareils et qu'il leur montrait leur fonctionnement, qu'il leur apprenait à les utiliser. Il s'agissait d'officiers de très haut rang, de fonctionnaires haut placés. Nous, simples ingénieurs, on nous recevait presque comme des VIP. Le premier acheteur fut l'Arabie saoudite, suivi dans l'ordre par la Yougoslavie, l'Iran, l'Italie, l'Indonésie, l'Argentine, l'Irak, la Libye, la Jordanie et la Corée du Sud. Chacun de ces pays était une cible importante de renseignement. Pour les services secrets américains, c'est une opération extrêmement rentable, car elle a contribué à de nombreux succès pour les États-Unis, notamment à la paix au Moyen-Orient. On est en 1978. Le conflit israélo-arabe s'envenime. Israël et l'Égypte se regardent en chiens de faïence. Les négociations entre les deux pays sont difficiles, jusqu'à ce que les États-Unis interviennent.
Jimmy Carter invite le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin à Camp David. Vous avez d'un côté Menahem Begin, de l'autre Anwar el-Sadat, qui se détestent cordialement, qui refusent de s'adresser la parole, qui sont logés dans des lieux différents, accompagnés de leurs délégations respectives, et qui communiquent par messages interposés. Jimmy Carter a pour tâche de les réunir. Bien sûr, l'Égypte n'était pas seule dans le monde arabe et elle devait s'assurer de l'accord de certains États, comme l'Arabie saoudite ou d'autres États de la Ligue arabe. Jusqu'où pouvait-elle aller dans les négociations? Tous ces échanges passaient par des communications diplomatiques. En d'autres termes, Jimmy Carter joue au poker, mais il est le seul à voir toutes les cartes. Tant attendu, la paix au Proche-Orient semble enfin sur le point de se conclure. Et Jimmy Carter en est le héros. À ce propos, on peut lire à la page 56 du document Minerva: Dans quelle mesure était-il précieux de pouvoir lire le courrier diplomatique égyptien durant les négociations entre Israël et l'Égypte à Camp David en 1979? La vraie réponse, c'est que cela n'avait pas de prix. À cette époque, les États-Unis renforcent leur rôle de gendarme du monde que de nombreux pays leur délèguent volontiers. Les Américains étaient super. À l'époque, on était tous convaincus que l'Ouest était bon. Les Américains étaient encore une nation qu'on portait au nu. À Steinhausen, la plupart des collaborateurs sont encore persuadés qu'ils produisent les appareils de chiffrement les plus performants du monde. Parfois, le directeur arrive avec des plans de construction en disant « Voici à nouveau des plans envoyés par Dieu », puisqu'il ne peut pas révéler la provenance des calculs mathématiques et des algorithmes. Mais certains collaborateurs commencent toutefois à trouver ça bizarre. Mon père assemblait ces appareils et il connaissait parfaitement leur fonctionnement. Les ingénieurs développeurs de crypto-AG faisaient de leur mieux en leur âme et conscience pour concevoir des appareils de cryptage indéchiffrables et pour élaborer des algorithmes hautement sécurisés. On m'a donné un schéma pour construire un générateur de chiffrement. Une fois qu'il était fonctionnel, que la bande perforée avait été émise, le directeur est revenu en disant « Formidable, j'emmène cette bande sur le champ ». Là, je me suis demandé ce que notre directeur allait faire de cette bande perforée. Il a dû regarder un de ces appareils après coup et se rendre compte que quelque chose avait été changé. On avait l'impression qu'il devait y avoir d'autres personnes intéressées par ce que ce générateur de chiffrement pouvait faire. Il trouvait ça bizarre. Les appareils étaient manipulés. C'était la seule explication pour lui. Il devait se douter que des instances supérieures étaient intervenues dans leur technologie vertueuse. Les choses deviennent apparentes lors de la conception d'un appareil novateur pour l'armée, le MCC 314. Des services allemands se mêlent de chaque étape du développement. Chaque semaine, des collaborateurs du service fédéral du renseignement, présentés comme des conseillers de Siemens, exigent des modifications. Le responsable du service de développement commence à avoir des soupçons et il décide de recalculer tous les plans pendant le week-end. Il est arrivé un lundi matin dans mon bureau en me disant qu'il avait découvert où se trouvait la faille, la porte dérobée. Mais un employé qui connaît l'accès secret au codage ultra confidentiel n'est pas vu d'un bon œil par les véritables propriétaires de l'entreprise, les services secrets étrangers. Il avait découvert le secret de Minerva et c'était dangereux pour lui. Un jour, le responsable du service du développement n'est plus revenu travailler. C'est arrivé du jour au lendemain. On s'est dit que cet homme devait paraître trop dangereux et qu'il fallait s'en débarrasser. Quand X a été licencié en 1978 et à l'insu des partenaires, il a transmis au département fédéral de la justice en Suisse des accusations contre Crypto AG pour avoir truqué son équipement.
À supposer que les autorités fédérales n'étaient pas au courant depuis longtemps, elles apprennent au moins à ce moment que des services secrets étrangers font de l'espionnage en passant par une entreprise suisse. Quelle est la réaction des autorités suisses? Prennent-elles ces accusations au sérieux? S'en inquiètent-elles? Nous avons cherché des réponses dans les archives fédérales et avons trouvé ce document dans le secteur des fiches. Le directeur du développement licencié avait déjà tout rapporté aux autorités à la fin des années 70. Que les appareils étaient munis de générateurs de code manipulés qui permettaient aux services d'écoute de la RFA et des États-Unis d'avoir accès aux informations codées. Les autorités ouvrent le dossier code. Avec l'aide des collaborateurs des archives fédérales, nous ne trouvons qu'une seule fiche de classement. On n'y trouve pas d'information, mais une instruction. J'ai une fiche entre les mains que je qualifierais de fiche vide. À l'endroit où normalement on trouve la consignation des événements, la liste des observations effectuées par le ministère public de la Confédération, avec parfois un renvoi au dossier correspondant, on ne trouve pas de notes, si ce n'est fiche par cas, action code. En cas de demande, ne pas mentionner que le fichier existe, s'adresser à elle ou à K qui a fait cette demande. Ce que les autorités savaient du dossier code reste un mystère. Notre recherche finit dans une impasse. Les autres documents ont disparu. On peut supposer que les services de renseignement suisses connaissaient très bien l'influence du BND et de la CIA sur Crypto. En effet, la police fédérale enquête sur les accusations formulées par le directeur du développement licencié par Crypto AG. C'était avant que je travaille ici, entre 1977 et 1979. Un pays nous a prêté un appareil censé avoir été manipulé. La police fédérale a pu faire une analyse cryptologique et le résultat de l'enquête a révélé qu'il n'y avait pas d'indice de manipulation. Les preuves concrètes font défaut ou ne nous sont pas transmises. Il est toutefois probable qu'à Berne, quelques personnes au moins soient au courant de cette opération d'espionnage. J'estime que les services de renseignement suisses sont très compétents, et ils l'étaient déjà à l'époque. Je suppose donc qu'ils ne manquaient pas d'informations à ce sujet. Apparemment, la Suisse ne veut pas faire de vagues. Elle fait toutefois vérifier ses propres appareils de chiffrement qui s'avèrent très sûrs. D'après la CIA, la Suisse obtient depuis le début des appareils non manipulés. Un marché qui n'a jamais été conclu de façon explicite. On laisse donc Crypto AG continuer à mener ses affaires à Steinhausen. Au sein de l'entreprise aussi, l'agitation retombe rapidement. De nouvelles personnes prennent le relais. La fin des années 70 et le début des années 80 sont des années florissantes pour l'entreprise. Les ventes augmentent, les collaborateurs reçoivent des gratifications. Crypto AG payait bien, plus les bonus. Je me souviens de fêtes, de sorties auxquelles on participait, des repas où il y avait beaucoup de choses pour les enfants. On était souvent invités à des fêtes, des repas. C'est vrai, vous étiez souvent absent. Chez Crypto, la vie était belle. Les collaborateurs sont choyés. Ils disposent d'un court de tennis, d'un terrain de football et même d'un bateau à voile. Cette entreprise faisait partie de notre vie, pas uniquement pour mon père, mais pour toute la famille. C'est aussi l'époque où Hans Bühler est engagé. Ce globe-trotteur et radioamateur est présenté comme un génie de la vente, un homme qui sait y faire avec les clients les plus difficiles. Minerva n'est pas en reste. Bühler était une des étoiles montantes de Crypto AG. Il aime ce travail intéressant et varié qui l'emmène aux quatre coins du monde. Il se rend notamment 25 fois en Iran pour Crypto AG. Les collaborateurs n'ont aucune idée des dangers auxquels ils s'exposent. Hans Bühler en fera la douloureuse expérience par la suite en Iran. Les employés ignorent qu'ils ne représentent pas uniquement une entreprise suisse, mais aussi des services étrangers de renseignement.
La plupart de ces responsables des ventes ignorent tout de ces opérations. Ils ne savent pas ce qu'ils vendent. En gros, ils sont utilisés comme agents à leur insu. Mickey Grutzman, engagé pour chasser les réticences de certains clients grâce à son expertise, sait qu'il est quasi un agent. Mais ce double jeu commence vite à lui peser. Je devais toujours aller le chercher à Zurich et j'ai remarqué qu'il sentait souvent l'alcool. Je pense qu'il tentait peut-être d'enfouir quelque chose. Sa famille voit qu'il souffre, mais ne sait pas pourquoi. Bientôt, la CIA estime qu'il n'est plus apte à participer à l'opération. Un homme apeuré, partageant un secret qu'il n'arrivait plus à porter. Je trouve cette phrase très violente. Mickey Grutzman doit régulièrement tromper des clients suspicieux. Il vient même de vendre à la Yougoslavie des appareils de chiffrement pour des centaines de milliers de francs. Le tout dernier modèle. L'état-major de l'armée est impliqué, jusqu'à cet appel de Belgrade. Le spécialiste produit a été convoqué parce qu'il y avait un problème. Comme de nombreux États, la Yougoslavie a développé ses propres capacités de cryptologie et mandaté des experts qui ont très rapidement découvert que Crypto AG leur avait fourni des appareils qui n'étaient pas sécurisés. Ces petits malins ont découvert le poteau rose. L'armée yougoslave menace de dévoiler leur embarrassant secret si les ingénieurs ne leur fournissent pas de solution. Ça aurait été une catastrophe. Réunion de crise de la direction de l'entreprise. Un mois plus tard, Bruno von A se rend à Belgrade avec des propositions de solutions dans sa mallette. Il révèle la façon de sécuriser l'appareil. Puis on n'a plus entendu parler d'eux, jusqu'au début de la guerre en Yougoslavie. Pendant que la guerre faisait rage, un membre de la direction est revenu vers moi en me demandant sous quelle forme on avait livré les appareils en Yougoslavie. J'ai immédiatement pensé que certains services d'écoute avaient tenté d'entrer dans le système et que ça ne marchait plus. C'est au plus tard à ce moment-là que Bruno von A comprend que d'autres forces, et non des moindres, sont impliquées. Des services secrets qui tentent d'écouter les communications des Serbes pendant la guerre, sans succès. Un lourd fardeau pèse sur les cadres qui sont dans le secret, dont Mickey Grutzman. Lui sait exactement ce qui se dit dans l'antichambre et connaît les enjeux cachés. Il devait justifier que tout se passait bien. Il devait mentir, c'était son rôle. Il n'y arrivait pas. C'est ça qui l'a brisé. Inadéquat. Mickey Grutzman ne résiste pas à la pression. Il est licencié. À ses proches, il explique seulement qu'il ne supporte plus les tromperies des Américains. Plus tard, ici à Stuttgart, il a fini par dire que Crypto collaborait avec le BND et la CIA. Hormis le fait d'être poussé à mentir, Mickey Grutzman ne supporte plus que ses actes puissent avoir des conséquences sur la politique mondiale. Les appareils qu'il vend se trouvent subitement au centre des conflits. S'ajoute à cela que les commanditaires des opérations ont de moins en moins de scrupules. Les appareils de Crypto AG sont maintenant aussi vendus à des pays amis. Le Vatican, l'Italie, l'Irlande, l'Espagne et même l'ONU. Je constate que lorsqu'il s'agissait de guerre ou de paix, certaines méthodes étaient nécessaires. Cette action a certainement contribué à ce que le monde soit resté un peu plus sûr et qu'on dispose de nombreuses informations qu'on n'aurait pas pu se procurer autrement. Mais une fois en possession de ces informations, les services secrets sont régulièrement placés face à des dilemmes moraux, notamment dans le cas de l'Argentine. Le régime militaire argentin du général Videla est lui aussi client de Crypto AG.
Les appareils de chiffrement permettent au BND et à la CIA de connaître précisément le sort que la junte militaire argentine réserve à ses opposants. Les services secrets n'ignorent rien des enlèvements, des violences et des assassinats. Ces documents vont sans doute plus loin que tout ce qu'on avait vu jusque-là, en révélant dans quelle mesure les gouvernements occidentaux étaient au courant de ces atrocités. On peut d'ailleurs s'étonner qu'il n'y ait pas eu davantage de réactions de la part des Européens et des Américains au sujet de ce qui se passait en Argentine. Chaque semaine, des prisonniers étaient mis dans des avions et jetés vivants en haute mer. Des milliers d'entre eux meurent de cette façon. Ce régime brutal fait plus de 30 000 victimes. Les mères des victimes de déportation et d'assassinat manifestent depuis plus de 30 ans. Elles manifestent aussi contre les pays occidentaux qui n'ont rien fait pour arrêter ces assassinats. Nora Corrales de Cortiñas manifeste depuis le tout début. Son fils Carlos a été enlevé en 1977. Les gouvernements savaient tout de l'horreur, de la torture, des enlèvements de nourrissons, de femmes enceintes. Ils savaient et ils n'ont rien entrepris pour faire cesser ces actions. La dictature a duré 8, presque 9 ans, à cause de la complicité de ces pays qui ont fait des affaires avec la dictature sur le plan civil, religieux et économique. Son fils n'a jamais été retrouvé. Les agents secrets se retrouvent souvent face à un terrible cas de conscience. Agir, ça revient à trahir l'opération secrète et à ne plus obtenir aucune information. Rudy Hoog est très conscient. Il voit ce qui se passe dans le monde et il sait que de nombreux appareils de crypto-hackers sont actifs dans des endroits troublés. Il n'a pas la conscience tranquille. Finalement, ça le travaillait et ça le préoccupait tellement qu'il ne se sentait plus à son aise. Devoir vendre un produit dont il savait qu'il avait été trafiqué, sans savoir exactement quoi, ça a été le facteur déclenchant qui l'a amené à démissionner de Crypto-AG. Rétrospectivement, compte tenu de tout ce qui est arrivé, je suis contente qu'il ait pris cette décision. En 1992, au moment de l'affaire Hans Bühler, je m'étais dit « Oh mon Dieu, ça aurait pu être mon père ». L'arrestation en Iran de l'homme d'affaires suisse Hans Bühler pèse lourdement sur les relations entre la Suisse et la République islamique d'Iran. Hans Bühler, le vendeur vedette, rend une visite de routine à l'un de ses plus vieux clients, l'armée iranienne. Les Iraniens, qui se sentent particulièrement isolés sur le plan politique, font confiance à Crypto-AG depuis de nombreuses années, et surtout à ces appareils venus de la Suisse, un pays neutre. La cible la plus lucrative dans l'utilisation de cryptage truqué était l'Iran. La cible iranienne était déchiffrable à 80-90% grâce à l'empressement des Iraniens à acheter chez Minerva. Après une présentation d'appareils de chiffrement, Hans Bühler est incarcéré dans une prison militaire où on l'interroge de façon intensive. On lui reproche de faire de l'espionnage. Pour les employés de Crypto-AG, c'est un choc. D'autant plus que l'entreprise ne semble pas se préoccuper beaucoup du sort de Bühler, en apparence. Nous avons d'abord veillé à ce qu'Hans Bühler puisse avoir un avocat et des meilleures conditions de détention en Iran. Ils s'aperçoivent qu'en gros, n'importe quel vendeur de Crypto-AG court le risque d'être pris en otage, fait prisonnier ou torturé. La CIA et le BND craignent que leur opération ne tombe à l'eau, que Minerva, leur grande réalisation commune, soit découverte, ce qui signifierait sa fin. Que se serait-il passé si on avait laissé Bühler pourrir en prison? Que savait-il sur les propriétaires de la société? Durant toute l'affaire Bühler, je me suis dit sans arrêt « Heureusement que M. Bühler ne sait rien des détails et des coulisses.
Il ne savait rien des portes dérobées. L'incertitude. Est-ce qu'il reviendra? Qu'est-ce qui lui arrive là-bas? Et s'il revient, quel type de personne sera-t-il? Les interrogateurs sont allés jusqu'à lui mettre un pistolet sur la tempe. Maintenant, décide-toi à parler ou... Ils voulaient que Bühler avoue que Crypto AG vendait des appareils de chiffrement truqués par des services secrets occidentaux. Ces aveux auraient évidemment eu des répercussions non seulement en Iran, mais dans tout le monde arabe. Les Iraniens le savaient pertinemment. Après une première audience judiciaire, les choses bougent enfin pour son cas. Les Iraniens exigent une caution d'1 million de dollars pour que Bühler puisse rentrer chez lui. Le directeur de la crypto de l'époque, Michael Gruppe, refuse de payer. La CIA refuse aussi, la BND s'agite et décide. Si nécessaire, l'Allemagne continuerait seule et payerait l'intégralité du million de dollars. Le BND a dû faire des pieds et des mains pour que sa participation dans l'entreprise ne soit pas rendue publique. Ça signifie qu'ils ont payé. C'est donc ainsi que ça se passe. L'Allemagne fournit 1 million de dollars et paye la caution de Hans Bühler. Après plus de 9 mois de prison, les Iraniens le libèrent enfin. C'est un homme marqué qui débarque à l'aéroport de Kloten à Zurich. J'étais enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 3, à même le sol en pierre, sur 2 couvertures, pendant 3 mois. Ça a été très difficile. Dans un reportage ultérieur de l'émission Rundschau, Hans Bühler décrit le traumatisme vécu dans les prisons iraniennes. Vous êtes un espion. Vous venez en Iran sous couvert de votre entreprise, la société Crypto, pour des objectifs de renseignement. Vous avez monté un réseau d'espionnage. Vous vendez des codes secrets pour cette entreprise. Les pires accusations. Vous mentez et on sait que vous travaillez encore pour d'autres services. On m'a dit, si vous ne parlez pas cet après-midi, on vous brûlera les yeux après que vous aurez pris votre repas de midi. Après, vous sifflerez comme un oiseau. La veille, on m'avait laissé assis devant la chambre des tortures pour que j'entende ce qui s'y passe. Ensuite, ça a été mon tour. Comme un religieux était présent, j'ai vécu ça comme la fin. Les derniers sacrements arrivaient. Heureusement, Hans Bühler échappe à l'horreur. À Steinhausen, il est accueilli de façon festive. Crypto AG organise un apéro pour son vendeur vedette. La direction de l'entreprise, tout le monde est là. Mais peu après, Bühler est licencié. Le rapport de confiance aurait été rompu. Essayez d'imaginer ça, même si je sais que c'est très difficile. Vous venez de passer 9 mois et demi en prison sans savoir pourquoi. Vous rentrez, et votre entreprise, à part l'apéro de faux cul qu'ils ont fait pour tout le personnel pour accueillir Bühler, votre entreprise montre son vrai visage et vous fout à la porte. Hans Bühler ne comprend pas. C'est inconcevable. Ses questions se font de plus en plus pressantes. Il commence à faire des recherches et il découvre une partie de la vérité sur Crypto AG. Au cours de son enquête, il peut compter sur le soutien d'un ami proche, Rudi Hug. Mon père avait décidé d'aider Hans. D'une manière ou d'une autre, il voulait lui rendre service. Il a écrit des lettres à des conseillers nationaux. Il a pris contact avec des gens dans l'espoir qu'ils puissent l'aider. En 1994, le journaliste Res Strehle écrit un livre dans lequel il accuse Crypto AG de coopérer avec des services secrets. Ces accusations soulèvent une vague médiatique. L'entreprise se défend avec véhémence pour préserver son image d'entreprise indépendante, libre de toute influence. En 1994, Michael Gruppe, le directeur de Crypto AG, fait face aux questions délicates et ment en regardant le journaliste droit dans les yeux. Est-ce que la République fédérale d'Allemagne, c'est-à-dire le BND, est un des actionnaires secrets? Ce sont des purs inepties. Vous n'avez rien à voir avec des services de renseignement? Uniquement en tant que client, évidemment. On ne peut pas parler de manipulation. Seule une personne très naïve face à ces choses pourrait parler de manipulation. Il n'est pas possible de manipuler nos appareils. Suite à l'émission,
La CIA écrit qu'elle est fière de la prestation télévisée de Michael Gruppe. Il a rejeté vigoureusement les accusations. La prestation de Gruppe était crédible et il se pouvait bien qu'elle ait sauvé le programme. Les hommes de l'ombre de Crypto AG ont eu chaud et le danger est écarté. Pourtant, Hans Bühler se rend à Berne. Jörg Bühler, l'actuel vice-directeur du service de renseignement, dirigeait à l'époque l'enquête de la police fédérale. J'estimais qu'il s'agissait d'une accusation de poids qui méritait d'être investiguée avec soin. La police fédérale diligente une enquête préalable et rencontre 20 collaborateurs, anciens ou toujours en place. Bruno von A, qui a été convié à un entretien d'information dans un café, se trouve devant un dilemme épineux. On se tait depuis si longtemps. Faut-il que je parle ou ne vaut-il mieux pas? Si je parle des portes dérobées, je nuis à mon entreprise. Si je me tais, ça n'aidera pas Bühler. La CIA observe tout ça avec anxiété et attention, comme le document Minerva le révèle. Von A était potentiellement un témoin très dangereux. Rudy Hoog a aussi diffusé des informations préjudiciables. Ah, c'est ici qu'il dit exactement ce qui s'est passé avec les appareils. L'émission Rundschau de la TV alémanique a parlé à plusieurs anciens collaborateurs. Tous évoquent une ambiance bizarre à l'occasion de ces entretiens, comme si la police fédérale n'avait pas vraiment envie d'entendre parler de ça. Bruno von A eu une impression similaire quand il a finalement décidé de parler. J'ai révélé l'existence d'une éventuelle porte dérobée aux fonctionnaires de la police fédérale. Je ne peux pas confirmer cela. Certaines personnes nous ont dit avoir entendu parler de telles portes dérobées, sans pour autant pouvoir les décrire. Dans les faits, personne n'a pu ou voulu nous donner un renseignement précis. Hormis les rumeurs et les on-dit, il n'y avait pas suffisamment d'indices. J'ai dit aux policiers de la Confédération qu'une éventuelle porte dérobée existait et que si le ministère public pouvait me garantir qu'il pourrait empêcher Crypto AG de se retourner contre moi, s'il pouvait me garantir ça, je témoignerais. Lors des interrogatoires, plusieurs collaborateurs de Crypto racontent ce qu'ils savent, mais ils semblent ne pas avoir été entendus. Les policiers de la Confédération se rendent pourtant à Steinhausen. Des fonctionnaires de la police fédérale ont visité l'usine et ont parlé avec Gruppe et ses collègues, mais ils n'ont pas donné l'impression de vouloir enquêter dans les détails. Ce fut clairement une visite pour la forme. Quelques jours plus tard, ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas me garantir ce que je demandais. Je ne vois pas comment on aurait pu enquêter de façon plus approfondie. Si on avait eu une procédure pénale, on aurait reçu des moyens, c'est certain. Mais on n'ouvre pas une procédure pénale sur une mauvaise impression. Pour l'expert des services secrets, il existe au moins une raison qui explique qu'il ne fallait pas que les autorités suisses trouvent quoi que ce soit. Du moins, pas officiellement. Si la police fédérale suisse, le service du renseignement ou le ministère public avaient déclaré officiellement que l'entreprise Crypto AG est une filiale du BND et de la CIA qui vend des appareils manipulés, les autorités suisses auraient été obligées de fermer l'entreprise. Ça aurait constitué une déclaration de guerre absolue à la CIA, au BND et à la NSA. Les Suisses ne pouvaient pas se le permettre. Oui, oui. À un moment donné, la police fédérale arrête d'enquêter et le ministère public décide d'en rester au stade de l'enquête préliminaire. Voilà, voilà. Bruno von A n'a plus jamais eu de nouvelles de Berne. Il est probable que le ministère public se soit dit « le silence est d'or ». Pour la Suisse, l'affaire semble réglée. Mais en Allemagne, on s'est demandé comment poursuivre une opération si délicate. À l'époque, Bernd Schmidbauer dirigeait un des services fédéraux de renseignement. Il dit qu'il y avait trop d'enjeux pour son pays. L'Allemagne venait d'être réunifiée et on tenait à préserver cette nouvelle image.
En mesurant les risques liés à de telles mesures, avec l'émergence d'un principe d'honnêteté entre les États et en considérant une diminution de la menace, nous avons pris la bonne décision en décidant d'explorer de nouvelles voies et en renonçant à poursuivre ce type d'opération à l'avenir. En 1993, le service fédéral du renseignement ouest-allemand vend sa part à la CIA, qui se retrouve propriétaire unique de l'entreprise. À Zurich, Hans Bühler doit se justifier devant le tribunal. Crypto AG veut lui interdire de recommencer à porter des accusations publiques à son encontre. Un jour avant les négociations définitives, un accord extrajudiciaire est conclu. On achète son silence. Depuis, on ne l'a pratiquement plus entendu. Le père de Malaika Hug a continué longtemps à se battre pour que la lumière soit faite sur le sombre secret de Crypto AG. Il est mort il y a 4 ans. Il avait, comment dire, il avait un sens de la justice très aigu. Ça l'a préoccupé de ne pas avoir réussi à faire éclater la vérité. Oui. Mickey Grutzman meurt jeune. Brisé par son activité chez Crypto AG, il ne s'en remettra jamais. Le document Minerva révèle à sa famille ce qu'il a enduré dans l'entreprise. Il disait « Ne parlez pas trop de la crypto, on nous surveille ». Ne dites rien. On n'avait pas le droit de raconter quoi que ce soit. On n'avait pas du tout le droit de prononcer le mot CIA. Ça, il l'a dit clairement. On pensait que c'était un ivrogne qu'il déraillait. On ne le prenait pas au sérieux. On pensait qu'il déraillait. C'est vrai, on ne l'a pas cru. Rétrospectivement, c'est douloureux. Hans Bühler, le globe-trotter, ne quittera plus jamais la Suisse. Il a trop peur d'être arrêté une nouvelle fois. Il meurt en décembre 2018, probablement sans avoir jamais appris toute la vérité. Qu'est devenu Boris Hagelin, le fondateur de l'entreprise? Il est mort en 1983 en laissant ses mémoires dans un coffre. Mais voilà que le document Minerva les précède. Peu avant sa mort, il aurait dit « Je suis le plus grand espion du XXe siècle ».